Voilà, je crois qu'on peut saluer le travail de Jérôme Courroucé qui réalise ce film et qui... je ne sais pas s'il est dans la salle, Jérôme, mais qui régulièrement sur la plupart des sujets accompagne la Dial depuis plusieurs années. Et je pense qu'à chaque fois qu'on se retrouve autour de tel ou tel sujet, on peut constater la qualité de ce travail et la capacité qu'il a à donner la parole à ceux qui, de façon générale, ne l'ont jamais, en tout cas pas souvent, dans notre société. Pascal Estécarandi, je lui demandais peut-être de me rejoindre, peut-être d'éclairer la salle, pour qu'on ait maintenant un temps, une vingtaine de minutes, si vous avez sur le bilan qu'a présenté tout à l'heure le docteur Pascal Estécarandi, et puis sur ce que vous avez vu sur le film aussi, si vous avez ou des réactions, ou des commentaires, ou en tout cas des questions sur la première étape de bilan, étant entendu que on va avoir dans quelques instants une table ronde avec le témoignage, je dirais, de la diversité de celles, puisqu'en l'occurrence, ça sera une table ronde féminine, de celles qui accompagnent. Et puis, on aura effectivement tout à l'heure, comme on vous le disait, à 17h, l'occasion de voir les premiers résultats de la recherche et du travail des universitaires qui accompagnent ce programme. Mais sur les premiers éléments de bilan que... Pascal Estécarandi nous a rappelé tout à l'heure, et puis sur, je sais que c'est jamais facile de reprendre la parole derrière un film et derrière des propos qu'on sait de force, mais c'est un peu la règle du jeu. Donc si vous souhaitez intervenir, poser des questions, revenir sur les éléments du bilan, aussi bien sur ce qui a été mis en place, sur les premiers résultats qui étaient donnés de façon chiffrée tout à l'heure. Donc il y a un micro, je crois, de part et d'autre. Voilà, il y en a un qui est là-haut. Vous pouvez montrer je sais pas qui a le micro en haut. En tout cas, il y en a un qui est ici. Donc, allez-y. Oui. Vous avez vu, ce que je vais vous demander, si vous voulez avoir à chaque fois la gentillesse, alors de vous lever, ce qui facilitera le travail de notre ami qui est à la caméra et qui permettra à celles et à ceux qui nous suivent sur Internet de ne rien perdre de nos échanges et d'avoir aussi la gentillesse de vous présenter. Allez-y. Bonjour, Véronique Simonin, donc je suis en charge du pôle social DDCS de Vaucluse. Ma question est la suivante, j'aimerais savoir pourquoi les bailleurs publics sont si peu impliqués dans le dispositif. Merci. Apparemment, c'est une question qui est partagée. On va prendre plusieurs questions comme ça, puis on verra s'il y a d'autres éléments de réponse. Oui, juste ici. Coucou, au premier rang ici. Voilà. Merci. Voilà, je m'appelle Dominique Painuis, je fais partie d'Action d'abord. Et je voulais savoir si ça allait continuer ou s'il y avoir des augmentations d'appartements pour continuer à aider d'autres personnes qui ont suivi mon parcours. Merci, je crois qu'on vous a vu dans le film tout à l'heure. Qui d'autre souhaite le micro? Oui, on vient vers vous. Allez-y. Merci, je m'appelle Hélène Sainte-Marie, je travaille à la DHUP. Je voudrais savoir s'il y a des accords bien clairs avec les établissements de santé pour que les personnes puissent être prises en charge si elles en ont besoin de manière temporaire, avec une réactivité forte. Parce que je sais que par rapport à la question posée sur le parc social, un des grands sujets qui explique les réticences à loger des personnes ayant des problèmes psychiatriques, c'est qu'on voit bien comment ça se passe à l'aller, mais il n'y a jamais de droit au remords ou de droit au retour temporaire en établissement de santé. Merci. Peut-être qu'on s'arrête déjà sur ces premières questions. Pascal Estécarandi. Oui. En fait, dans la salle, il y a aussi des coordinateurs d'équipe, des membres d'équipe, donc il y a peut-être certains d'entre vous, parce que je me sens un peu seule là, donc on est quand même sur de la collaboration. Est-ce qu'il y en a parmi les équipes là, quelqu'un qui veut répondre à une des questions, ou après moi je peux...
Voilà, s'il y en a, il y a une personne dans. Alors je crois qu'ici au premier rang, juste devant Jean-Martin Delorme, qui est délégué régional et interdépartemental à l'habitat et bonjour, l'hébergement et le logement. Directeur de la DRIL en Île-de-France. Pour répondre à la question de la collègue du Vaucluse, là, sur les bailleurs publics, dans le démarrage de l'action, mais je parle sous votre contrôle, madame, on avait plutôt ciblé effectivement les bailleurs privés. Donc c'était une volonté d'aller chercher des logements supplémentaires dans le parc privé par rapport aux logements sociaux que l'on a et sur lesquels on a déjà une très grande tension, beaucoup de demandes et une offre qui est jamais évidemment à la hauteur de la demande. Alors ensuite, effectivement, on a rencontré des difficultés, notamment sur Paris, pour trouver des logements privés qui soient avec des niveaux de loyer compatibles avec le programme et surtout avec cette idée que si on prend des loyers trop élevés, lorsque le programme, lorsque la personne pourra assumer seule son logement, il ne faudrait pas qu'elle soit obligée de déménager au motif que le niveau du loyer n'est pas adapté. Et donc on a eu cette difficulté-là, et donc on est allé chercher les bailleurs sociaux, mais ils ont répondu assez favorablement et facilement, me semble-t-il, à la demande qu'on leur avait faite. Au-delà de ça, si je peux me permettre, je garde le micro, je ne pourrais pas rester avec vous toute l'après-midi, mais j'ai entendu un murmure, oui. Le 115, ça sert pas, ça sert à rien du tout, disent-ils. En tout cas, ça sert à rien du tout lorsque le 115 n'est pas le début d'un processus qui permet de prendre en charge ces familles et ces personnes. Donc, c'est sûr que le 115 qui se réduit à mettre à l'hôtel ou dans un centre d'hébergement sans qu'il y ait un travail social qui s'engage derrière, je crois que voilà, on partage tous cette idée et qu'en revanche un tel programme, moi je trouve qu'il a trois éléments intéressants. D'abord, il témoigne de l'adaptation de l'action publique à des publics qui ont justement des besoins très très différenciés. Je vois dans le dispositif d'hébergement en Île-de-France, on a des familles, on a des personnes qui étaient interviewées là, et puis on a cette idée que en termes de droit au logement et d'accès au droit, il n'y a pas une condition préalable pour pouvoir accéder à un logement, mais on aide la personne en lui donnant d'abord le logement et puis après on lui permet d'ouvrir ses droits. Et puis il y a ce travail pluridisciplinaire que vous avez initié et qui nous permet de répondre à une demande. Et on voit bien que cette question de pluridisciplinaire, on le trouve là pour cette typologie de personnes que l'on veut aider, mais on en a besoin aussi pour l'ensemble des publics qu'on héberge, parce qu'effectivement, sinon, le 115, ça sert à rien du tout si on n'est pas capable de marier une action sanitaire, une action sociale et une action de logement. L'étude récente du SAMU social l'a encore démontré assez cruellement. Merci. Pascal Estecardi. Peut-être dans des éléments de réponse. Alors sur la question des liens avec les hôpitaux, c'est vrai que dans le cadre du programme Un chez soi d'abord, il y a une cogestion qui se fait dans le cadre du programme. Donc de fait, c'est la particularité du programme. De fait, tous les acteurs, que ce soit associatifs, sanitaires ou de logement, sont co-gestionnaires du programme, donc co-impliqués. Après, si on passe à une politique publique, il faudra voir comment les choses se font. Et aujourd'hui, tout le monde fait beaucoup d'efforts pour que ça puisse fonctionner dans le cadre du programme, et on est sur une expérimentation. Donc il faudra qu'on trouve dans la future modélisation, il faudra qu'on trouve des voies de passage pour ça, effectivement, pour que tout le monde joue le jeu. Après, monsieur, sur la question de plus de logements, oui, évidemment, nous, de l'intérieur, on souhaite évidemment que ça se développe. Je pense que c'est lié aux résultats qui vont être produits sur l'efficacité du programme par l'équipe de recherche, au travail qui est engagé aujourd'hui. Et après, notre rôle, c'est de convaincre les politiques pour développer ce type de programme. Donc oui, nous, on est très convaincus, bien sûr, parce qu'on est dedans, donc on n'est pas forcément objectif que ça peut marcher. Et dernier mot pour le logement social. Il y a plusieurs facteurs. D'abord, ça dépend des lieux.
Paris, c'est évidemment très compliqué parce qu'il y a le coût du logement à Paris et c'est vrai qu'on a misé à peu près partout d'abord sur le logement privé parce que il y a un temps pour avoir du logement social qui est un petit peu long et comme il fallait qu'on aille vite pour la question aussi de la recherche, on est parti sur le logement privé. La difficulté, c'est que dans le logement public, il y a peu de petits logements et il faut qu'on ait du petit logement disponible et puis effectivement, il faut qu'on s'acculture tous, et donc il y ait une confiance mutuelle. Le rôle de l'expérimentation, c'est de montrer que oui, ça marche, et vous l'avez vu dans le film, et moi j'ai essayé de le retranscrire dans les résultats. Au fond, si on est dans un environnement qui est positif, et s'il y a cet accompagnement, ça fonctionne. Donc c'est ça qu'on essaie de montrer, c'est que c'est faisable, et qu'après, on puisse continuer tous ensemble. Qui d'autre souhaite intervenir? Oui, on va aller ici au premier rang. Alors s'il y a 2 micros, ça va nous simplifier la vie. Voilà. L'autre, il va rester dans la moitié du haut. Et celui-là, ici. Puis on reviendra vers vous, monsieur, parce que vous vouliez revenir. Allez-y. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je suis monsieur Claude Étuin, j'accompagne le programme Chez Soi d'abord sur le site de Lille en tant que membre du COGES et du COPIL. Je suis fort content d'avoir vu le film, qui me porte espoir. Donc on voit bien des gens, ils se rétablissent peu à peu, il faut beaucoup de temps, et j'insisterai sur le fait qu'il faut beaucoup d'accompagnement. Donc je pense que le temps d'accompagnement est insuffisant aujourd'hui. On peut le voir dans l'attitude de certaines personnes qui sont quand même assez pathologiques pour certaines, Et d'autre part, donc on voit quand même que les gens ils réussissent, ils avancent dans leur parcours d'existence, Et c'est ça le résultat est compté. Alors, plus travailler peut-être sur l'éthique, et avec l'équipe, du moins l'équipage, l'accompagnement de ces gens qui peut-être pas forcément au début ils veulent adhérer, mais on voit bien par la suite qu'ils en trouvent les bénéfices, Et je souhaiterais quand même que l'État puisse renforcer, du moins, monsieur le préfet, vous ayez la même attitude que votre prédécesseur, en encourageant donc les équipes. Merci. Est-ce qu'on peut revenir vers monsieur qui souhaitait rajouter quelque chose? Moi, je vais revenir par rapport au 75. C'est par rapport au 75, le matin, ils vous mobilisent pour avoir une place. La place, elle n'est pas réservée. Ils vous mobilisent le soir pour avoir une réservation obligatoire à 17h. Donc pendant ce temps-là, on ne peut pas trouver de travail. On est mobilisé, on ne peut pas faire les démarches administratives. On est bloqué 3 heures ou 4 heures dans une cabine téléphonique dans le froid. On est mobilisé à 6 heures du matin dehors sans avoir bu un café. Et je trouve ça honteux. Merci. Qui d'autre? Oui, allez-y. Oui, Brigitte Lezac de la DDCS du Finistère. Moi, je regarde avec attention toute cette expérience, mais une question quand même revient régulièrement. Je me dis, mais que sont devenus les appartements thérapeutiques qui existaient ? Parce qu'à une époque, quand même, il y avait des prises en charge dans des appartements thérapeutiques. Or, ce qu'on constate, c'est quand même qu'il y a un désengagement des hôpitaux sur ces appartements thérapeutiques. Et on voit basculer des situations qui auraient dû être des prises en charge en appartements thérapeutiques, bien souvent en pension de famille, qui font qu'on a des pensions de famille qui viennent complètement embolisées avec des publics de la psychiatrie. Et ça pose quand même un problème de transfert au fur et à mesure de ces publics vers des dispositifs qui, bien sûr, coûtent beaucoup moins cher que les appartements thérapeutiques. Merci. Je reviens vers vous tout de suite, mais il y a une autre demande d'intervention ici au centre de la salle. Allez-y. Bonjour, Ben Riquet de l'Agence Nouvelle des Solidarités Actives. Bonjour Pascal. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est beaucoup intervenu sur la politique de logement d'abord, les assises, les territoires pilotes. Et donc la question est très simple, c'est que entre ces projets expérimentaux qui nous inspirent beaucoup et les 150 000 personnes qui sont SDF aujourd'hui, il y a une grande marche à monter. La généralisation de ce type d'expérimentation n'est pas simple sur le volet du coût, mais aussi sur la modélisation, sur la diffusion des pratiques. Donc ma question porte là-dessus. Comment monter cette marche, que ce soit 105 ans, 10 ans, 15 ans?
Merci. On revient vers vous. Je crois que la question sur les appartements thérapeutiques vous a fait réagir. Oui. Bonjour. Pour la dame qui parlait des appartements thérapeutiques, Alain Carinci, j'étais médiateur de santé père sur le programme Un chez soi d'abord à Lille. Je travaille maintenant à Marseille. Les appartements thérapeutiques, c'est pas du tout le même genre de dispositif, ça n'apporte pas du tout la même chose. Les appartements thérapeutiques, ou peut-être plutôt des appartements associatifs, d'ailleurs, qui existaient, un appartement thérapeutique, il y en avait très peu. Très rapidement, un appartement thérapeutique, c'est comme une chambre d'hôpital, mais déplacée en ville, et donc il y en avait très peu. Appartements associatifs, il y en avait, il y en a eu, il y en a encore. Ça ne remplit pas la même mission. On n'est pas du tout sur le même mode d'accompagnement. Et on n'aboutit pas à la même chose. On ne fait pas le même travail avec un chez soi d'abord, où vous accompagnez quelqu'un chez lui, que dans un appartement associatif, dont certains de mes pairs que je connais qui ont été formés avec moi ont bénéficié eux, où il y a, où les gens ne sont pas chez eux, et donc où il y a des règles à respecter, et donc où il y a une conditionnalité, si vous voulez. Un chez soi d'abord, l'idée géniale, c'est de dire, pas d'autre chose à faire que tout le monde payer son loyer, pas embêter ses voisins et entretenir son appartement. Et donc ça, on l'apprend en étant d'emblée chez soi. Ce qui est très difficile à faire quand vous partez d'un appartement associatif, en fait. Merci. Monsieur, allez-y. Oui, Eric Héribel, directeur de Habitat Alternative Social. Il y a des choses importantes qui ont été dites sur ce film qui répondent à un certain nombre de remarques. Et celle qui me semble la plus importante, c'est qu'il n'y a pas de prédiction des capacités des gens. Et à mon avis, la chose la plus importante de ce programme, et je rends hommage à une célèbre phrase d'un célèbre psychiatre marseillais qui dit « Pour apprendre à faire du vélo, il faut avoir un vélo ». C'est probablement la chose la plus importante de ce programme. C'est-à-dire d'agir sur les capacités des gens et non pas sur leurs stigmates ou leurs difficultés. Et du coup, je pense qu'il faudrait, sur la modélisation, travailler sur les représentations qu'a encore le travail social sur ces pratiques. Et au-delà de généraliser ce type d'intervention pour d'autres publics, ce qu'on fait par ailleurs, c'est la nécessité de se déplacer dans le travail social et de ne plus penser thérapeutique ou de ne plus penser insertion professionnelle, ne pas penser projet, mais penser capacité des personnes. Merci. Pascal Estécarandi, et ensuite on ira vers vous, monsieur. Comme je suis là, je profite. Par rapport à ce que vient de dire Eric Kérimel, oui, la chose importante, c'est qu'on ne travaille pas sur un... Vous parlez des appartements thérapeutiques qui sont des outils pertinents, mais comme disait Alain, on n'est pas sur la même chose. Là, il y a pas de projet a priori ou d'objectif a priori. Les gens sont chez eux et on leur donne cette potentialité, cette possibilité-là, et on part de leur capacité. Et je pense que c'est ce qui fait la différence. Et ils sont locataires comme tout un chacun, bien qu'on ait utilisé... On a utilisé l'intermédiation locative, donc on a des gens qui sont aujourd'hui sous-locataires et on doit faire donc les baux doivent glisser. C'est aussi une de nos difficultés, mais on n'est pas dans ce même état d'esprit que un dispositif. On n'est pas dans un dispositif en fait. Les gens sont chez eux et on apporte un plateau de service. Allez-y. Oui. Bonjour, merci pour cette journée. Je suis Emmanuel Laurent, je travaille en Suisse, à Lausanne, au service social, où on est beaucoup confronté aussi à cette problématique. Alors le film était remarquable, on a eu des choses très fortes, mais moi ce qui m'a quand même le plus surpris, c'est la liste des partenaires à la fin qui défile. Et je me demande, en tant que manager public, comment vous dirigez un projet comme ça avec autant de partenaires. J'ai du mal à tous les retenir, même à les catégoriser. Donc ça c'est ma première question. Je dis ça parce que nous, on vient d'adopter, donc pour la ville de Lausanne, un rapport pour mettre en œuvre cette démarche. C'est un petit peu différent, mais la démarche est la même. J'ai une deuxième question autour de la psychiatrie. Est-ce que vous êtes de la démarche de la psychiatrie communautaire ou de la psychiatrie sociale? Est-ce que c'est une méthode que vous adoptez? Et j'ai une autre question un peu plus technique sur les loyers. Si j'ai bien retenu, il y a 40% de problèmes, de difficultés de paiement des loyers. Je ne sais pas comment vous gérez ça. En tout cas, il y avait 60% de paiement qui se passait sans difficulté. Voilà. Et puis la question du glissement. Est-ce que les glissements de baux sont quelque chose que vous pratiquez? Nous, on gère un parc d'environ 500 logements au service social, et puis on a beaucoup de mal à faire ce glissement.
mais on a un taux de vacances qui est extrêmement faible, donc je ne sais pas quel est le taux de vacances à Paris. Mais... merci. Merci. Alors, peut-être, avant de passer le micro à Sylvain Mathieu, peut-être répondre sur les questions les plus précises qui viennent d'être posées, Pascal Estecarandi. Le choix qui avait été fait à l'époque pour piloter ce programme, c'est d'avoir un échelon national de coordination et d'être complètement en interministériel avec les administrations centrales. Donc c'est vraiment de la coordination, c'est ce à quoi ce que je fais. Et après, à chaque niveau, au niveau régional, pareil, un pilotage préfectoral. Donc il y a eu énormément de travail pour convaincre les porteurs, pour qu'ils, les porteurs étaient convaincus et les gens qui sont engagés dans ce programme, c'était vraiment des gens qui étaient convaincus du modèle. Et après, il a fallu convaincre petit à petit tous les partenaires autour. Donc, il y a eu un énorme travail d'information et de communication qui n'a pas toujours été. D'ailleurs, il y a eu des moments où on n'a pas été très bon là-dedans, hein, c'est clair. Mais ça s'est fait avec énormément de communication autour. Mais c'est à la fois top-down et down-up. Vous voyez, c'est sur ces deux systèmes. Sur la psychiatrie, il y a des psychiatres dans la salle, donc je les laisserai répondre parce que moi, je suis pas psychiatre. Sur la question des comment on fait pour payer les loyers, on a la chance d'avoir un dispositif qui s'appelle l'intermédiation locative, où l'État est garant à un moment donné et permet justement de laisser le temps aux personnes d'abord d'avoir des ressources. Ce que fait ce programme, en fait, c'est qu'on peut montrer dans l'appartement en 48 heures. Donc ça veut dire que quelqu'un qui n'a aucune ressource, pas de droit ouvert, peut rentrer dans l'appartement et ça laisse le temps d'ouvrir des ressources. Donc ça, c'est la garantie de l'État. Et puis les baux glissants, je crois qu'on a il y a 2 ou 3 personnes qui sont rentrées directement sur un bail à leur nom et on a 2 ou 3 baux glissants. Je pense qu'à Marseille, il y en a 2. Donc c'est difficile, c'est la prochaine étape et c'est absolument pas gagné. Est-ce qu'il y a un psychiatre qui veut répondre sur la psychiatrie communautaire? Est-ce qu'il y a un psychiatre dans la salle? Moi, j'ai ma petite idée, mais je préférerais que un des psychiatres réponde. Donc, bon. Ça marche? On verra. Peut-être il y a quelqu'un, peut-être, mais c'est oui. Plus... Ah oui, il y a Vincent là-haut qui est d'accord pour répondre, mais peut-être quelqu'un d'autre. Alors, je suis Paola Revue, de l'équipe dédiée de Toulouse. Donc, je suis psychiatre. Ça vous ennuie de vous lever pour que on vous voit? Ah, pardon, parce que vous êtes tout à fait, excusez-moi. Mais vous êtes complètement dans le noir derrière, donc en plus, je pense qu'on ne peut pas vous filmer, on ne peut pas vous voir là. Je suis debout. Je ne vous avais pas vu, c'est quand même extraordinaire. Allez-y, je vous en prie. Alors, moi je dirais que psychiatrie communautaire ou psychiatrie sociale, tous les outils sont bons à prendre. L'essentiel, c'est que ça corresponde à la personne avec qui on travaille. Dans ce programme, en fait, nous les psychiatres, c'est pas nous les experts, ce sont les personnes, et c'est les personnes qui nous guident. Donc, si ça marche, si ça correspond aux personnes, un système de fonctionnement selon ce raisonnement-là, pourquoi pas? Voilà. Merci, je vous donne l'autorisation de vous rasseoir. Sylvain Mathieu. Oui, moi je voudrais répondre à 3 questions qui ont été posées, notamment celle concernant le lien entre ce programme et les 150 000 SDF. Bon, chacun gérera le chiffre comme il le souhaite, mais d'abord je voudrais dire, le lien il n'est pas à faire de manière aussi évidente. Enfin, on est là dans un programme très particulier par rapport à des personnes qui présentent notamment des troubles psychiques sévères, qui ont des problèmes d'addiction. On ne peut pas assimiler les personnes qui sont en situation de sans-abri ou de sans-domicile fixe aux personnes qui sont suivies dans le cadre de ce programme. Il faut quand même faire cette précaution de langage parce que justement la question de la représentation elle est centrale et le passage à quelque chose qui soit un programme national de plus grande envergure, il suppose d'abord évidemment qu'on montre que ça marche, mais j'ai bien aimé
la question sur les représentations, c'est aussi d'agir complètement sur les représentations. Alors, des acteurs du champ social, bien sûr, mais globalement sur les représentations de tout le monde par rapport aux personnes qui sont dans cette situation. Le sujet, il est bien celui de savoir ce qu'on fait, ce qu'on réalise, ce qu'on met en place vis-à-vis de personnes qui sont dans cette situation. Ça a d'ailleurs bien été dit dans le film. Il y a des représentations sociales qu'on connaît qui consistent à dire que laissons-les telles qu'elles sont. Le rôle de la société telle qu'on la défend, c'est bien celle de mettre en avant un certain nombre de programmes de ce type-là pour, quelle que soit la situation de la personne, apporter une réponse qui lui soit adaptée. Et ce programme-là, il est bien dans cette ligne-là. Donc, il faut qu'on travaille sur ces représentations, il faut qu'on travaille sur les perceptions qui sont celles de tous ceux qui sont acteurs publics vis-à-vis de nos concitoyens qui sont dans cette situation-là, qui traversent un épisode de vie compliqué, qui ont des problèmes d'addiction, qui ont des problèmes de maladie mentale, qui ne peuvent pas avoir une réponse immédiate, mais nous, on propose une réponse immédiate justement, qui est celle de leur apporter un logement en premier lieu pour pouvoir ensuite se reconstruire vis-à-vis d'une situation qui est la plus stabilisée possible en termes d'hébergement et de logement. En ce qui concerne la question des managers publics, non, mais je sais pas, c'est la pile qui doit sauter de temps en temps. Donc, je crois qu'il y a un programme de simplification dans le gouvernement, donc je vous propose d'écrire. Il y a un site internet sur le sujet qui vous passionnera, je pense, et qui vous permettra de mettre en avant un certain nombre de propositions sur la simplification de l'action des acteurs publics. Ça n'a pas de désavantages. C'est-à-dire que ça permet aussi d'embrasser un champ très large et de mettre en avant une collaboration, une coopération effective vis-à-vis de différentes administrations, les préfectures sur place, les ARS, évidemment les associations et l'ensemble des acteurs de la santé. Et puis, ça permet aussi mettre en avant la question des financements. Moi, je suis très attaché à l'idée que les financements, ils viennent aussi de la santé, que c'est pas qu'une question de logement, c'est bien une approche pluridisciplinaire, et que on a à travailler sur l'ensemble de ces questions, que l'approche qu'on propose, c'est bien une approche qui touche à l'ensemble des difficultés que rencontrent ces personnes. Ça s'appelle un chez-soi d'abord, mais c'est, et on l'a bien vu dans le film, une approche globale vis-à-vis des personnes, quels que soient leurs problèmes, et la santé a évidemment complètement un rôle central. Merci. Alors, on aura évidemment tout au long de ces 2 journées d'autres moments d'échange.